J'ai laissé mon titre de conférence court, coût du diabète, parce que je voudrais absolument exploiter mes trentaines de minutes, tellement les références que j'ai trouvées sur le coût du diabète en Afrique en particulier ne sont pas très nombreux. Et de toutes les façons, il faut comparer avec ce qui se passe ailleurs, et notamment dans les pays développés, mais aussi parler du coût du diabète au Maroc. Et comme mes amis savent que je suis un peu maniaque concernant l'orthographe, j'ai tenu à ce que la lettre U garde son chapeau. Et vous allez voir pourquoi. Parce que si on dissèque cette lettre U, il y a la branche droite, la branche gauche et le chapeau qu'on va découvrir effectivement. En effet, après cette diapositive d'ailleurs, si on parle de diabète et de coût du diabète, il ne faut pas oublier que le diabète à lui seul, et en particulier en Afrique, tue plus que ne le fait 3 autres maladies en Afrique qui sont très réparties dans le monde, mais en particulier en Afrique, à savoir le sida, la tuberculose et le malaria. D'où l'importance justement de parler du coût du diabète, de prévention, d'investissement, d'investir sur le diabète pour justement éviter les complications dégénératives et éviter, si on peut, la mortalité. Et justement, je passe à ma lettre U. La branche droite de cette lettre U, c'est les coûts directs. Selon l'IDF, c'est des coûts qui sont supportés par la société, par les organismes payeurs, par les mutuelles, ainsi de suite. Mais aussi, c'est des coûts supportés par l'individu. Et l'on sait, si dans les pays, même les plus développés, il y a une participation quand même à hauteur à peu près de 20% des ménages concernant le coût du diabète, dans les pays en voie de développement, et en particulier dans les pays d'Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, on voit malheureusement que dans certaines conditions, même si l'income, le revenu est très faible, il y a pratiquement parfois plus de 50 voire 80% des coûts du diabète supportés par le diabétique, et bien sûr lui-même, et par la famille. Et puis, il y a des coûts indirects qu'on a parfois tendance à oublier, c'est la branche gauche de ce fameux U, c'est l'absence par raison de maladie, pour raison de maladie, la retraite, si on peut dire, anticipée des individus, et qui, bien sûr, qui pèse lourd sur, effectivement, le coût au niveau de la société, et aussi, c'est les décès prématurés, qui ont aussi leur coût, bien sûr, sur la société. Et puis, les Anglais l'appellent, ou les Anglo-Saxons l'appellent intangible cost. La traduction, certains le laissent comme ça, mais certains disent que c'est des coûts immatériels qu'on ne peut pas évaluer, et c'est le chapeau de ce fameux U, et c'est des coûts immatériels qui sont très importants à considérer, parce que c'est la réduction de la qualité de vie, notamment l'anxiété, la douleur et l'inconfort. Alors tout ça, on l'a. Oui, moi aussi j'ai le même problème que M. Saj Halimi, donc je vais passer la suivante. Tout ça est un petit peu résumé dans son travail récent d'un jeune Africain qui a fait sa thèse de médecine de santé publique, de nutrition au Canada, et qui résume un peu ses coûts directs en coûts médicaux directs, comme les consultations, les hospitalisations, les soins infirmiers, les médicaments, le matériel de soins, les examens médicaux, comme aussi le transport et l'alimentation, des coûts dus au système de soins, et puis des coûts indirects, comme on a cité, et des coûts intangibles ou plutôt immatériels.
Alors, lorsqu'on parle de coûts, les spécialistes en pharmacoéconomie nous tracent ce cadran qui est le cadran de rapport coût-efficacité, efficience, coût-efficacité. Et c'est très simple à voir. Alors, est-ce que ça passe? Non. Ça bloque, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, que je n'arrive pas à fermer. Mais... Ah, la flèche était perdue, d'accord. Alors, justement, les cadrans, d'abord le cadran idéal, justement, c'est better and cheaper, c'est-à-dire à moindre frais, on peut avoir une efficience importante, et c'est tout ce qu'on souhaite, tout le monde souhaite ça, qu'on est un petit peu dans ce cadran, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Et puis il y a bien sûr ce que tout le monde essaie d'éviter, c'est bien sûr vous avez un coût élevé, mais vous avez une efficience moindre, et puis bien sûr intermédiairement. Dans certains pays développés, better but more costly, certains pays peuvent se permettre d'ajouter un surcroît de budget concernant le coût de la santé pour que l'efficience soit meilleure, mais d'autres, comme des pays d'Afrique notamment, sont obligés d'accepter less effective but cheaper dans la mesure où le fardeau économique n'est pas supporté par l'État. Alors, tout à l'heure, on a parlé, M. Halim a parlé d'hypoglycémie, et c'est un accident aigu qui est le plus étudié en matière de morbimortalité, mais aussi en matière de coûts. Et là, à travers l'hypoglycémie, je vous quand même expose les coûts directs qui sont la partie visible de l'iceberg, que je ne vais pas bien sûr détailler, et les coûts indirects qui sont très importants à considérer et que ne faut pas surtout méconnaître. Toujours restant dans les hypoglycémies, important et qui comme je l'ai dit, qui était l'élément le plus important et le plus étudié en matière de coût de la maladie diabétique. Alors, ce schéma, il y a du blanc, il y a du noir. Le blanc est positif, le noir est négatif. C'est ainsi que l'on sait, en tant que diabétologue, que le fait d'avoir un équilibre étroit, notamment en titrant l'insuline par exemple, ou en titrant les autres antidiabétiques oraux, on peut avoir une moindre fréquence de complications dégénératives, une amélioration de la qualité de vie, et donc amélioration et diminution des coûts, et puis on a un effet positif. Mais cet équilibre étroit, parfois très étroit, peut évidemment entraîner des hypoglycémies, lesquelles hypoglycémies vont faire une contrebalance de la situation et vont nous amener effectivement à des choses négatives, notamment l'accentuation des frais, surtout d'hospitalisation, et aussi, bien sûr, une diminution de la qualité de vie, et puis aussi une inobservance du traitement, tellement le patient a la phobie de cette hypoglycémie, et donc un déséquilibre métabolique. Voyons maintenant au niveau du pays le plus riche du monde concernant ces coûts, et notamment les coûts directs. Alors, les Américains parlent de millions de dollars, et moi je vous dis aussi que la virgule au niveau de l'anglais, c'est un point. Et là, on a un total de à peu près 176 000 dollars, c'est-à-dire 160 000 millions de dollars, ce qui fait 176 milliards de dollars. Des coûts
seulement des coûts directs évalués en 2012 aux États-Unis. Sachant que même aux États-Unis, et malgré le projet Obama qui est maintenant un petit peu en perche, que beaucoup d'Américains n'ont pas accès à 100% aux soins. Et puis on parle justement de soins et on parle de frais d'hospitalisation. Dans ces coûts d'hospitalisation, ces frais dus à la simple hospitalisation, c'est-à-dire l'hôtellerie et tout, autre que les médicaments, consomment 50% de budget alloué lors de l'hospitalisation des patients diabétiques. Et puis, on a vu aussi que plus vous avez les tranches inférieures à 45 ans, de 45 à 64 ans et supérieures à 65 ans, plus on évolue en âge, plus, bien sûr, le coût va être exorbitant. Il est au moins 2 fois plus pour les sujets âgés de 65 ans par rapport aux sujets de 45 à 64 ans. Et cette situation a été aussi démontrée par l'étude Entraide, ou par exemple, dans laquelle on a remarqué que les sujets ayant plus de 85 ans ont quand même grèvent le budget de la société, si on peut dire, de la sécurité sociale, de quelques 10 000 € par an en matière de prise en charge du diabète sucré. Alors maintenant, les coûts indirects, bon, c'est à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure, la perte de productivité, la mort prématurée. Et en 2012, on avait estimé justement à quelques 68,6 milliards de dollars le budget annuel de ces coûts indirects. Alors, restons en Amérique du Nord et voyons ce que disent les Canadiens du coût du diabète. Ils le qualifient de tsunami économique. Vous voyez, en 2000, quels étaient les coûts directs et indirects? Les indirects sont les plus prépondérants. Et puis en 2010 et en 2020, voilà, c'est vraiment une évolution galopante, exponentielle en matière du coût du diabète. Sachant que chez le diabétique, plus de 37%, du moins selon l'étude Entraide, plus de 37% des coûts relatifs aux médications données chez le diabétique ne sont pas des antidiabétiques ou des antidiabétiques autres que le insuline ou autres. C'est surtout les complications cardiovasculaires qui prennent plus de 37% du budget de ces pauvres diabétiques. Et puis, chose qu'on comprend bien sûr, un point d'hémoglobine glyquée, il coûte de l'argent. Et plus on évolue, on augmente de l'hémoglobine glyquée, plus le surcoût entraîné est important. D'où, évidemment, tous les efforts consentis par ceux qui prennent en charge les diabétiques de maintenir au maximum, auprès de près de 7%, le taux d'hémoglobine glyquée chez nos diabétiques. Et puis, autre évidence, si on a des complications micro-angiopathiques, les coûts sont multipliés par plus de 2. Si on a des complications macro-angiopathiques, les coûts sont multipliés par 3. Et si on a les deux, les coûts sont multipliés par 5, fois 5. C'est une chose évidente, mais autant faut-il qu'il faut la chiffrer pour les pharmaco-économistes, pour qu'il y ait bien sûr des politiques adaptées au plan d'action de lutte contre les diabètes dans les différents pays. Autre chose, le fait d'intensifier la thérapeutique, et on verra avec notre ami le professeur Denis Racah, est quelque peu relativement plus cher que le fait de laisser sous un traitement conventionnel, évidemment. Mais vous voyez, après quelques 5 ans, les deux courbes se rejoignent, et puis il y a même un avantage du point de vue gain des coûts quant à le traitement intensif. Ce que moi j'appelle investir et
investir plus d'argent pour gagner plus d'argent. C'est peut-être une vérité ou une hypothèse des pharmaco-économistes, parce que normalement, il faut faire des projets non pas sur 2-3 ans, il faut faire des projets sur 10, 15, 20 ans. Il faut investir sur la maladie et participer plus par un budget pour gagner, pour avoir bien sûr un investissement après et pour gagner de l'argent quant à diminution des coûts à long terme. Alors ces coûts, notamment aux États-Unis, c'est 20% de tout le budget alloué à la santé est réservé aux diabétiques. C'est beaucoup. En France, par exemple, selon l'étude en 13, je ne sais pas ce qu'il y en a maintenant, c'est 10%. Dans les pays de la région MENA, dont le Maroc en fait partie, c'est un peu disparate. De 2,5 à 15%. Évidemment, les 15%, c'est les pays du Golfe. Et 2,5%, c'est quelques pays d'Afrique. Mais au niveau d'Afrique subsaharienne, c'est moins de 2,5%. Déjà, le budget, il est moindre, mais en plus, il est grevé par un pourcentage quand même qui est bas quant à la part donnée aux diabétiques du budget. Et dans ce cas, malheureusement, je n'ai pas de pointeur et cette flèche, elle n'apparaît pas sur votre écran, mais elle apparaît sur mon écran. Pour ne parler que des pays maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie. Alors en 2013, par exemple, alors c'est très bien, il n'y a pas de minuteur, donc je peux parler quand je veux, j'ai la chance. Et donc, et comme les deux modératrices sont de très bonnes amies, donc elles me laisseront parler jusqu'à ce que je finisse à l'aise. Alors, au Maroc, par exemple, le budget en 2013 était évalué du diabétique à 40 millions de dirhams, à 40 millions d'euros par exemple, de dollars, excusez-moi, et comparativement à l'Algérie. L'Algérie, c'est à peu près 6 fois plus. Bon, je dis toujours dans des réunions maghrébines que le système algérien de sécurité sociale est tellement performant qu'il risque d'être victime de sa propre performance, comme et maintenant la France et d'autres pays. La Tunisie, c'est un peu intermédiaire entre les deux. Et puis là aussi, c'est le tsunami à la marocaine. Et vous voyez aussi qu'au Maroc, il y a aussi cette courbe, cette flèche galopante au niveau du budget alloué à la santé et, par exemple, mais aussi au pourcentage alloué aux 4 maladies non transmissibles. Et puis là, l'OMS en 2014 a déjà évalué ce pourcentage donné aux maladies non transmissibles à quelques 14% du budget global de la santé alloué au Maroc. Mais le plus important à retenir d'ici, j'ai quand même encore 10 minutes, le plus important, c'est justement de dire qu'en 2014, on estimait que 50% du budget de la prise en charge de ces 4 maladies était à la charge des foyers et des ménages. Bon, depuis 2014, les choses changent un peu, surtout par justement l'amélioration de l'assurance maladie obligatoire au Maroc et du système de sécurité sociale et notamment de l'introduction de ce qu'on appelle le RAMED, le régime d'assistance médicale. Et là, c'est une diapositive que j'ai prélevée de la NAM. Bon, je sais qu'il ne faut pas plus parler de diabète insulino-dépendant et non insulino-dépendant, mais je ne pouvais pas la changer tellement c'était une photo, mais ce n'est pas grave. Là, on trouve les différents pourcentages qui ont été alloués à le remboursement de certaines maladies chroniques. Et bien sûr, vient en premier l'insuffisance rénale chronique, terminale. Mais dans l'insuffisance rénale chronique, il y a aussi de la diabétologie. Parce que les diabétiques sont les premiers à être, malheureusement, à être dialysés. Et puis, en deuxième lieu, il y a le tumeur maligne. Mais on sait aussi que le diabète aussi est pourvoyeur et peut entraîner et peut faciliter l'éclosion de certains cancers. Et puis il y a l'hypertension artérielle
qui est une complication du diabète sucré, et d'autres. Évidemment, le principe de la sécurité sociale, c'est que les non-malades paient pour les malades, en attendant d'être malades. Et les jeunes paient pour les vieux, en attendant de prendre de l'âge. Mais il y a parfois une certaine injustice mathématique, si on peut dire. Vous voyez maintenant, au niveau de l'amour au Maroc, 50% des dépenses de l'assurance maladie obligatoire au Maroc pour seulement moins de 3% des bénéficiaires. Bon, c'est une solidarité, mais il faut quand même chercher d'autres alternatives. Et justement, comme on témoigne ici, la dépense de soins des personnes diabétiques est passée de A, soit une augmentation globale de 107% en 5 ans, en 2008 et 2013. Maintenant, en 2018, peut-être qu'elle a encore doublé, je n'ai pas les chiffres. Et là, justement, c'est du fait, notamment, du plan d'action du ministère de la Santé qui a équipé en matériel, qui a doté en médicaments les centres de santé qui sont les centres de soins de santé de base. Qu'en est-il maintenant en Afrique subsaharienne? Et là, j'ai trouvé un vieil article, si on peut dire, il est âgé de 15 ans, de notre ami Jean-Claude Mbania, l'ancien président de l'IDF, qui fait une méta-analyse. Bon, vous ne voyez rien du tout, c'est vrai, mais c'est pas grave. Il a fait une méta-analyse au niveau des différents pays d'Afrique subsaharienne. Mais bon, l'important de retenir, même si vous ne voyez rien du tout de cette diapositive et de ce travail, c'est justement qu'il a démontré que en privé, ça coûte plus cher qu'en public, la prise en charge du diabétique, bien sûr, de tous les malades, ce qui est normal, et que la dépense annuelle pour le traitement de diabète, si elle est en République sud-africaine de quelques 600 $ par an, ce qui est acceptable et à l'image de certains pays développés, et n'est que dans certains pays que d'environ 60 à 80 $ l'an, voire dans certains d'autres pays de 30 $ par an. Et bon, là, autre travail. Et puis, il y a aussi un travail, comme je l'ai dit, de Kofi, qui a fait sa thèse en Angleterre, à Montréal, et qui a, bien sûr, écrit un article avec Serge Halimi, avec aussi mon ami Joseph Drabo, qui nous a fait une conférence hier sur VIH, qui est présent ici et qui peut peut-être intervenir à la discussion, pour justement avoir une idée sur le calcul du budget et des frais soutenus et des frais engendrés par le diabète sucré. Et dans 4 pays de l'Afrique subsaharienne, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Et justement, il a fait allusion à un contraste qui est connu. Un contraste par, d'un côté, une diminution du PIB de la population, et il a montré que 80% de la population de ces 4 pays vit avec un PIB quotidien de moins de 2 $ jour. Et justement, par des frais engendrés et alloués par l'État ou par la communauté, par la société, au traitement du diabète, et qui est, comme je vous l'ai dit, autour de 60 $ par an. Alors, en conclusion, il me reste quand même quelques 5 minutes, donc ce qui nous donnera le temps de discuter. Comme j'ai dit, il faut augmenter les dépenses du diabète pour les réduire. Ça paraît paradoxal, mais on est tous d'accord. Et depuis toujours, la communauté des diabétologues dans le monde, et en particulier au Maroc, discute avec les décideurs pour dire si vous investissez sur la prévention du diabète, notamment primaire et secondaire, vous aurez moins de dialysés, vous aurez moins de malades à lasériser, vous aurez moins de morbimortalité cardiovasculaire. Donc il faut augmenter les dépenses du diabète pour les réduire.
Il faut distinguer entre budget supporté par l'État et celui par le diabétique. On a donné l'exemple des pays en voie de développement, et notamment des pays de l'Afrique subsaharienne. Il faut considérer le vieillissement de la population. Si, au niveau des pays nordiques, ou des pays du Nord en général, la population commence justement à vieillir et de plus en plus vieillir, mais dans les pays du Sud, et notamment dans les pays du Maghreb, nous continuons aussi à nous développer dans la mesure du vieillissement de la population. D'où la loi peut-être un petit peu d'augmenter la date de limite avant la retraite à 63 ou 65 ans. Améliorer le niveau de vie, c'est un dénominateur commun pour toutes les maladies, et notamment les maladies chroniques. Bien équilibrer le diabète, bon, évident, mais je tiens encore à le rappeler. Prise en charge multidisciplinaire et des mesures de prévention au pluriel, tant prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Merci beaucoup et je vous donne la parole, chers auditeurs.